Mesdames, Messieurs, bonsoir. Club Média 7, c'est le carrefour des acteurs de la presse béninoise. Ici, ça discute de l'actualité de la semaine écoulée et bien sûr, sous toutes les coutures. Et je reçois ce soir Dr Eugène Alossoupo, journaliste et expert média. Eugène Alossoupo, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux amis téléspectateurs. Avec nous également en plateau pour décortiquer l'actualité de cette semaine, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lénaïque Aguazaou, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ERTV. Première escale de cette émission, c'est bien sûr la revue de presse hebdomadaire. Elle porte la signature de Marcel Arossi. Série de rencontres politiques, Talon descend le mercure du thermomètre. C'est exactement le titre en manchette pour Info Matin. Patrice Talon, visiblement dessert progressivement les vices de l'étau qui a broyé naguère, mais tous fait aussi méthodiquement que le personnage en est coutumier, sinon maniaque. Après les tiraillements, le temps de la paix dira fraternité. Il faut croire que l'eau a coulé sous le pont et que les deux hommes sont décidés à développer des rapports cordiaux. Visiblement satisfaits de leur seconde retrouvaille, les deux leaders ont convenu de maintenir le contact pour des consultations régulières. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et le président en exercice. Plus on a des éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions, a souligné Patrice Talon, comme le mentionne si bien Fraternité. Et il n'en fallait pas plus pour que Boni Yahi exprime son adhésion à ce projet. Il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent. Je renouvelle ma disponibilité à tout moment, dira-t-il. Mais halte au show médiatique, les Béninois veulent du concret, estime Matin Libre. Et sur le terrain, la bataille gagne en intensité pour les législatives 2023. L'opposition a changé de fusil d'épaule et donne le ton selon Fraternité qui trouve aussi que pour rien au monde, le personnel politique qui ne partage pas les idéaux du pouvoir ne veut revivre les événements malheureux d'avril 2019 où il a été laissé sur le bas-côté de la route. Un marquage à la culotte a pu constater Fraternité sur le terrain aussi. Le quotidien s'appuie sur l'exemple de la tournée nationale d'explication sur la vie chère. Voici l'analyse du quotidien. Habituellement, l'opposition aurait mollement protesté et subi cette offensive politique. Parlons de la tournée gouvernementale. Mais un laps de temps après, deux partis d'opposition se font signaler de manière insistante sur le terrain. Le mouvement populaire de libération et le parti Les démocrates parcourent inlassablement les grandes villes pour se faire plus proche des populations. De son côté, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, dont le premier responsable est le chef de file de l'opposition, s'active aussi auprès de ses militants. Mais Fraternité pense que cette formation politique a fort à faire pour garder son leadership parce que malmenée par une bonne frange des opposants qui ne lui reconnaissent pas sa légitimité. Présidentielle 2026, les médias locaux s'y sont beaucoup intéressés alors que l'Argentier national s'est longuement prononcé sur la crise économique lors d'un entretien accordé à Radio France Internationale et à Jeune Afrique. Mais à la dernière question posée, sa réponse était brève. Tenez, dans Jeune Afrique, je ne fais pas de langue de bois. Nous sommes à 4 ans de cette échéance. J'occupe une fonction qui demande beaucoup d'énergie. Il y a tellement à faire. Et je suis convaincu que quand je profite de chaque instant pour bien faire ce qui est attendu de moi, les opportunités s'ouvrent naturellement. Là-bas, il a pu plaider pour la concertation entre les États en période de crise. Dorénavant, une nouvelle loi organique régit l'ARAC. C'est fait, dira la presse du jour. La loi portant loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication après la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019 est désormais une réalité. Le dossier a été examiné et adopté à la majorité absolue de 79 députés pour 0 contre et 0 abstention en présence du gouvernement représenté par le ministre de la Justice et de la législation Séverin Quenom. La Nation le précise bien ce mercredi 15 juin 2022. Le quotidien de service public qui admet que ce test ambitionne surtout de permettre à l'institution de mieux faire face aux défis contemporains en matière de régulation des médias. Selon le rapport de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme exploité par la Nation, le vote de cette loi est nécessaire suite à l'adoption numéro 2019-40 de novembre 2019 portant révision de la Constitution disposant à l'article 140
43, alinéa 3, que les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette possibilité de renouvellement de mandat induit des aménagements indispensables à la loi. Le texte adopté mardi dernier par les députés apporte les dites corrections de forme à la loi qui gagnent désormais en clarté et en précision selon le journal. Des innovations, il y en a eu au cours des débats en commission comme en plénière. Selon le quotidien La Presse du jour, les discussions ont essentiellement porté sur l'alignement des rémunérations des membres de l'institution sur celles des membres de l'Assemblée nationale, la régulation des organes en ligne, la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions relatives aux formalités de création des organes de presse, la procédure de désignation ainsi qu'à la qualité des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Entre autres encore, la nation s'exprime sur la carte de presse qui n'est plus délivrée par le ministère en charge de la communication. D'autres précisions du journal, les 3 personnalités désignées autrefois par le bureau du Parlement sont désormais désignées par l'Assemblée nationale. Les professionnels des médias de l'audiovisuel et de la communication sont désignés désormais par catégorie à la suite d'une élection organisée par la HAC sur le territoire national avec l'appui technique de l'organe en charge de la gestion des élections. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Libération, gestion des ressources humaines de l'État, l'appurement des rappels sur salaire des APE actés. Le Télégramme, audit des dépenses publiques, la Cour publie le rapport définitif sur la gestion des fonds Covid-19. La Presse du jour, supposé détournement et mauvaise gestion des fonds Covid-19, la Cour des comptes met fin à la polémique. L'autre vision, gestion des fonds Covid, la Cour des comptes ne relève aucune irrégularité significative. Vif d'Afrique, gestion des fonds Covid, le rétropédalage suspect de la Cour. Info Matin, vie politique au Bénin, qui tient réellement les rênes de l'opposition. La Nation, contrôle de l'action gouvernementale au Parlement, le dragage du lac Aimé bouclé avant fin 2022. Merci à vous, cher Marcel Arrossi. C'était donc la revue de presse hebdomadaire qui va alimenter nos discussions dans la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Eugène Alassoupo, plus d'une heure d'échange entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi. C'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent après le tête-à-tête du 22 septembre 2021. Alors, à votre avis, quels sont les mobiles de cette rencontre et quelles pourraient en être les retombées? Les retombées sont visibles, c'est l'apaisement. Vous savez que depuis 2019, et avant les législatives et après, les relations entre les deux hommes n'étaient pas bonnes. Du fait d'un certain nombre de positions politiques adoptées de part et d'autre. Alors, au fait, c'est ce qui devait être normal, qui a été fait. Qu'un ancien président de la République et celui en exercice se rencontrent, ça devait être eh bien, la chose la plus simple au monde. Ça a créé de polémiques entre griffes où ça suscite les attentions parce que les deux hommes n'avaient pas toujours entretenu cette relation-là. Il y a eu quelques quiproquos à un moment donné, des réactions parfois tambourinaires de part et d'autre. Et donc, c'est venu. Les retombées, vu le contexte politique actuel, nous en avons besoin pour la paix politique, pour la stabilité politique. Vous avez, dans un contexte de réforme politique où les opposants estime, ou beaucoup d'opposants estiment qu'une part belle est faite aux partis qui supportent le chef de l'État, à tort ou à raison, il fallait nécessairement converger les forces vers le dialogue, vers la compréhension mutuelle. Et dans cette veine-là, nous avons constaté que le président de la République a reçu d'autres personnalités politiques en dehors du président Boni Yayi. Et c'est à saluer cette rencontre. Maintenant, je peux vous inviter, vous allez refuser mon invitation, comme je peux me refuser de vous inviter. Donc, c'est de la
bonne volonté manifestée de part et d'autre. Et je crois que c'est à souhaiter que ces deux hommes qui tiennent une bonne partie de l'histoire du Bénin eh bien, puissent se comprendre davantage et que cette rencontre-là, comme le chef de l'État, M. Patrice Talon, l'a souhaité, que cette rencontre-là soit pérenne. Kabin Goubi, la consolidation de la paix et la cohésion sociale étaient au menu des échanges entre Patrice Talon et Boni Yayi. Oui, déjà il faut dire qu'après la série d'audiences accordées par le chef de l'État à la délégation de l'Union européenne, une délégation conduite par l'ambassadeur de France près le Bénin, ensuite à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et à l'actuel président du Parlement et aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, ça laissait poindre un goût d'inachevé. C'est comme si la dynamique enclenchée par Patrice Talon n'était pas allée au bout, si on n'avait pas aussi inclus Boni Yayi dans cette série de personnalités qui seraient reçues au palais. Donc, en le faisant, Patrice Talon n'a fait que répondre à une attente populaire, car beaucoup se posaient la question pourquoi est-ce que Boni Yayi n'avait pas été associé, étant donné qu'un ancien président au moins a été choisi parmi les personnalités auxquelles Patrice Talon a accordé cette audience-là. Donc, là-dessus, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que nos personnalités discutent. Et rien qu'à voir cette image, je pense que ça va déjà régler beaucoup de problèmes. Voir Boni Yayi aujourd'hui, Patrice Talon se serrer les mains, discuter pendant plus d'une heure de temps, c'est déjà une image assez symbolique et c'est déjà grand. Vous imaginez un peu ce que ça peut créer dans la psychologie collective, dans la mentalité populaire de nos populations qui, depuis plusieurs années déjà, ont souffert de la guéguerre, de la crise entre Boni Yayi et Patrice Talon. Donc c'est déjà ça, les retombées. En attendant, bien entendu, qu'il y ait beaucoup plus de concret, qu'on aille sur le terrain de la décrispation. On a parlé également des questions d'intérêt national, bien évidemment, même s'ils ne sont pas allés dans le fond. J'ai vu Patrice Talon sortir un mot qui est très important, qu'il faudrait que nous gardions. On a parlé de paix politique. Paix politique, c'est un mot assez capital. Je ne sais pas, peut-être chacun y met, chacun comprend ça à sa manière, mais pour moi, c'est déjà profond. C'est un mot valise qu'on ne peut pas décortiquer en un brin de temps. Donc, je trouve que c'est beaucoup de choses qui ont été dites entre les deux hommes. Déjà que ce qui les lie depuis plusieurs années, on connaît un peu, même s'il y a cette crise de la PVI qui est venue un peu brouiller les relations entre les deux. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Boni Yayi qui va répondre à l'appel de Patrice Talon. C'est là encore le symbole, le chef de l'État actuel qui a trouvé la nécessité d'appeler ses prédécesseurs, de discuter avec eux, de changer leurs expériences et de tirer beaucoup de leçons d'eux. Je crois que c'est une très bonne chose. Il faudrait continuer dans cette dynamique. Et je veux nourrir l'espoir comme bon nombre de Béninois, comme Patrice Talon lui-même a le dit à la fin de cette audience-là, qu'il va formaliser ce cadre d'échange. Justement, on retient cette volonté de Patrice Talon d'instaurer, de créer un cadre de concertation entre les anciens chefs d'État et le président de la République en exercice. Non, c'est une volonté du chef de l'État et si ce cadre de concertation peut être mis en place, ce serait heureux pour tous. Cela veut dire quoi? Que nous aurons une périodicité au thème de laquelle ces personnalités vont se rencontrer pour discuter des questions essentielles de la République. Un ancien président quand même, Boni Yayi a fait 10 ans à la tête du pays. On peut tout lui reprocher, mais il a cette expérience de gestion du pays. Il a vécu des situations avant le président Patrice Talon et lui-même l'a signifié que, eh bien, recueillir ces leçons de gestion, c'est capital pour que lui puisse savoir là où mettre les pas. Alors, certainement, je ne sais pas maintenant, quand on décide de formaliser ça, quelle forme cela va prendre. Est-ce que nous incluons cela dada dans la Constitution ou nous trouvons les formules pour le faire? C'est aux acteurs politiques, aux acteurs juridiques de trouver les voies et moyens pour que cela soit permis. Mais le faire, c'est quand même consolider les bases de la démocratie. On me dira que c'est encore une institution ou un cadre de plus. Non, c'est un cadre
au sommet de l'État, vous savez, tous ceux qui sont concernés, ce sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, c'est le président en exercice de l'Assemblée nationale, ce sont les anciens présidents, c'est le président en exercice. Donc c'est un ensemble de personnalités qui ont à leur hauteur de responsabilité un certain nombre de décisions à prendre et qui avaient déjà pris des décisions quand ils étaient dans ces positions-là. Et donc, c'est même express que cela doit arriver. Si cela arrive, je crois que c'est la chose la plus souhaitée, encore que nous sommes dans un contexte législatif qui s'annonce le 8 janvier 2023 et il y a beaucoup de revendications de la part de l'opposition. Et quand vous parlez du président Boni Yayi, on associe très facilement son nom à un parti politique. Ce parti a des reproches à faire au pouvoir et ils ont continué à le faire. Et donc, c'est certainement à ces occasions-là de concertation que des solutions seront trouvées, solutions d'ensemble, cela s'entend. Le président de la République, de par les pouvoirs qui lui sont conférés, a tout le pouvoir de décider de faire ce qu'il veut à partir du moment où ce qu'il juge utile pour la République, à partir du moment où c'est un mandat que nous lui avons accordé. S'il décide en son âme et conscience, certainement avec ses conseillers et son équipe, de s'accommoder des conseils de ceux-là qui avaient l'expérience de la République, c'est parce qu'il a décidé, c'est parce qu'il le juge utile et c'est toujours bon pour la paix. Nous, en tant que citoyens, on ne veut pas autre chose que le pays marche, qui est de la tranquillité, encore que nous avons d'autres défis qui sont des menaces comme le terrorisme, etc. Si à l'intérieur, nous devons ajouter de la chaleur interne à ce qui est déjà une menace pour nous, ça sera très difficile à gérer. Donc, je salue la disponibilité de ces acteurs-là à se retrouver et à trouver la solution juste aux problèmes que le pays vit. Coïncidence ou hasard de calendrier, juste au lendemain de la rencontre, 17 prisonniers ont été libérés. Ils étaient poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous y voyez un lien? Bon, pas forcément. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de confrères traiter ça, voir déjà les retombées de cette séance dedans. Pas forcément, parce que l'affaire dont vous parlez, c'est l'affaire colonel Tawes, où certaines personnes avaient été soupçonnées de nourrir des velléités de faire un coup d'État au pays. Et donc, ils avaient été déposés à la prison. C'est vrai, le jugement n'est pas intervenu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je dis, peut-être, on peut... Bon, les gens ont leur raison, en essayant d'établir déjà le lien entre la rencontre qui a eu lieu pratiquement la veille et la libération provisoire, la libération conditionnelle de ces 17 personnes impliquées. Mais moi, je me dis, je pense que peut-être ceux qui espèrent qu'il y ait beaucoup plus d'exculpations attendent beaucoup plus que ça. Donc moi, je ne vois pas forcément le lien, d'autant plus que le principal cerveau de ce dossier, le colonel Tawes, s'était assagi. Entre-temps, il a été reçu au salon d'honneur du chef de l'État par... il a fait allégeance au président de la République et depuis, il n'est pas inquiété. Donc, c'est dans la bonne marque des choses. Peut-être que les enquêtes en temps ont révélé qu'il n'y avait pas matière et que c'était juste un pétard mouillé. Il n'y avait pas matière à ce que ces personnes-là soient mises aux arrêts. Donc, moi, je me dis, les gens ont peut-être leur raison, mais moi, je ne vois pas forcément la proximité de cette situation, de cette actualité-là par rapport aux audiences accordées au chef de l'État, Boni Yayi. Ferdinand Combeti et compagnie sont désormais libres. La rencontre Yayi-Talon porterait-elle déjà ses fruits? Quel que soit le lien qu'on aurait fait, l'essentiel, que ces personnes qui ont été emprisonnées suite à des faits qui leur étaient reprochés, notamment des faits politiques, ces personnes-là sont libres. Si cela doit être lié à la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon, tant mieux, mais c'est une action qui concourt à la paix nationale et s'il y a d'autres encore qui peuvent profiter de cette... D'autres comme qui Non, il y a des acteurs, il y a d'autres qui sont en prison. Je ne peux pas les citer, il y a d'autres qui sont en prison. Les cas ne sont pas les mêmes. Les accusations ne sont pas les mêmes non plus. Et lorsque la justice a fini de décider, il y a un chef suprême qui peut dire de l'autorité que vous m'avez conférée, je peux faire tant et tant. Maintenant,
pour prendre cette décision aussi, il faut tenir du contexte politique et de la disponibilité des uns et des autres. Et sur le champ politique, ce ne sont pas des décisions qu'on prend sur un coup de tête. Il faut faire des analyses, il faut trouver les opportunités et les menaces. Je crois qu'à l'intérieur, à partir du moment où le chef de l'État a commencé par recevoir des acteurs qui interviennent dans la vie politique nationale et qui avaient assumé un certain nombre de responsabilités à la tête de l'État, il pourrait toujours trouver les solutions utiles, selon les cas, à ordonner peut-être, après jugement des tribunaux, que ceux-là, s'ils méritent d'être libres, avant thème d'être libres. C'est une décision, et c'est une décision politique. Alors, Joël Aïvo et Ricky Amadougou peuvent-ils rêver du même sort? Est-ce que c'est le même cas? Je ne sais pas. Est-ce que ces cas-là se ressemblent? Vous savez, Joël Aïvo a voulu être candidat à la présidentielle, comme Ricky Amadougou. L'État béninois leur reproche beaucoup de choses. Ils sont passés au jugement. Leurs partenaires les considèrent comme des prisonniers politiques, ce qui n'est pas nécessairement l'expression qui a utilisée de l'autre côté. Ces deux personnalités politiques, quoi qu'on dise, ont des partisans qui les supportent, qui auraient souhaité qu'elles soient libres, mais c'est à celui qui est le premier responsable du pays de décider selon le contexte politique. C'est à lui de déterminer si le contexte politique est favorable maintenant à le faire ou non favorable. Il y a des échéances qui sont devant. Nous avons les législatives, nous avons la présidentielle de 2026. Certainement que ça pourrait traîner un peu ou, la surprise peut venir. Mais le contexte politique est très, très, très déterminant. Kabengoubi, votre regard sur la question? Oui, Ricky Amadougou, Joël Aïvo et d'autres personnes qualifiées de prisonniers politiques, même si forcément l'approche n'est pas la même, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ça ne ferait qu'apaiser les tensions. Maintenant, c'est au chef de l'État de décider. La solution qui s'offre à ces personnalités aujourd'hui est forcément une solution extrajudiciaire parce que le procès est arrivé à terme. Les deux personnalités condamnées ont refusé, ont décliné leur droit de faire appel de la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, désormais, Patrice Talon, les regards sont tournés vers lui. Moi, je ne doute pas un seul instant que le sujet a fait partie des discussions qu'il y a eu entre Patrice Talon et Boni Yayi, tout comme il faut dire donner ce boulot qu'on a vu plusieurs fois dans ses chroniques, dans ses publications, réclamer ou plaider pour la libération de ces personnes. Il a pratiquement demandé au chef de l'État d'agir dans ce sens-là parce que le pays a besoin justement de ses fils pour contribuer ensemble au développement. Donc moi, je sais que Patrice Talon est un homme très avisé, très intelligent. Il a certainement son agenda et il sera stratégiquement au regard du contexte politique. Et s'il fait le rapport des forces et trouve que le contexte s'y prête, il n'hésitera pas à agir. Donc, il a certainement son agenda. Et c'est quelqu'un qui sait faire les choses avec méthode. J'espère bien que quand le bon moment sera là, si cette libération rentre dans la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale, je pense qu'il n'hésitera pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est utile, ce que moi je perçois à travers cette dynamique de dialogue, de concertation initiée par le chef de l'État, c'est de transcender les clivages personnels, des personnalistes, des intérêts partisans, pour ne voir que l'intérêt général. Et donc, si la libération de Frédéric Joël Aïvo, Ricky Amadougou, Laurent Métogno et bien d'autres doit contribuer au renforcement de la paix, de l'unité nationale, je pense que Boni Yayi, en tant que père de la nation, n'hésitera pas à aller sur ce terrain-là. On va aborder à présent le sujet relatif aux législatives prochaines. Cette semaine, la Sénat a rencontré les partis politiques régulièrement enregistrés. La Commission électorale nationale autonome leur a décliné le chronogramme des élections
et en a profité pour recueillir leurs doléances. Vous étiez sur le terrain, Gabin Goubi. Absolument, j'ai suivi Saka Lafia qui a fait un peu le point de ce que son institution est en train de faire en termes de préparatifs vis-à-vis des prochaines élections. Plusieurs formations politiques, sinon 13 formations politiques sur 17 ont répondu à l'invitation. Ces partis politiques ont eu l'occasion d'apprécier un peu ce qui a été fait, de comprendre que la Sénat, même si relativement elle semble dans un bureau, même si les membres de la Sénat semblent rester dans leur bureau douillet de l'autre côté à Gahi, ils font beaucoup de choses dans l'ombre, ils suivent sereinement le calendrier qu'ils ont établi eux-mêmes, je crois, le 21 février 2022, ce calendrier qui court jusqu'au 23 mars 2023, si j'ai bonne mémoire, date à laquelle ils sont censés déposer le rapport définitif donc, des élections législatives. Donc beaucoup de choses se font en amont. Les partis ont eu le temps d'apprécier, même si ils ont soulevé beaucoup de préoccupations que la Sénat a promis d'étudier et de voir un peu les voies et moyens pour apaiser la tension. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, la question a été faite au président Emmanuel Tiando par rapport aux assurances à donner aux partis politiques. Parce que beaucoup de formations politiques ont soulevé certaines préoccupations. J'ai vu le président Éric Hunete du parti Les Démocrates dire ouvertement quelles sont ses craintes par rapport à la transparence dans l'élection, parce que c'est des hommes qui sont à la tête de l'institution. Donc, ils ont aujourd'hui ce défi-là de rassurer les uns et les autres par rapport à leur impartialité, par rapport à leur manière d'agir. Mais j'ai apprécié également la réponse très élégante faite à cette inquiétude de la part Saka Lafia, qui a dit que même si personnellement, puisqu'étant humain, étant membre d'une formation politique, s'il devrait faire prévaloir ses intérêts au détriment d'autres, il est entouré de conseillers qui ont aussi leurs mots, leur ambition à faire valoir, et que le choc des intérêts là pourrait amener à ce qu'on trouve un terrain d'entente qui irait dans le sens de la transparence, de la sauvegarde de l'intérêt général. Donc, l'un dans l'autre, la Sénat est face à un test grandeur nature, étant donné que c'est les premières élections qu'aura à organiser l'équipe de Saka Lafia. Donc, ils doivent tout faire pour montrer qu'ils doivent montrer aux populations qu'ils sont en phase avec ce qui se fait. Et le fait de rassurer pour 2023 permet déjà d'engranger un crédit de confiance pour les élections générales de 2026 que la même institution sera appelée à organiser. Eugène Alassoko, je vous sais spécialiste des questions parlementaires. Votre thèse s'y est d'ailleurs penchée. Alors, dites-nous, les choses commencent à véritablement se préciser en ce qui concerne la tenue prochaine des législatives. C'est évident, la Cour constitutionnelle a été claire. Ces élections auront lieu le 8 janvier 2023. La démarche je constate que nous sommes toujours attachés aux anciennes appellations Sénat, c'est le Conseil électoral. Alors, le Conseil électoral inclus dans l'institution. Je suis d'accord. Donc, la démarche de l'institution chargée des élections au Bénin rentre dans un cadre de professionnalisation. Puisque, logiquement, le chronogramme n'est pas encore rendu public, mais l'institution devrait avoir déjà son chronogramme à titre expérimental. Et nous ne devons plus douter de la capacité de cette structure d'organiser les élections. Nous l'avons vu à l'œuvre. Aujourd'hui, l'expérience est là, c'est de l'expertise électorale qui est là. Et donc, en matière de transparence, c'est évident que tout parti politique doit s'inquiéter de la transparence d'un scrutin. Mais je me dis toujours, il y a des degrés de faux pas ou de fraude qui ne sont plus possibles au Bénin. En 2016, ce qui devait se passer, c'est passé. Ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un a quelqu'un d'autre quelque part que ça s'est passé ainsi. Et donc, c'est vrai que toute élection est susceptible de fraude, mais il y a des degrés de fraude qui ne sont plus possibles au Bénin. C'est au terme des scrutins dans les bureaux de vote, dans les postes de vote, c'est par instinct et par réflexe que les populations viennent assister au décompte des voix. Il y a même des populations, en cas de coupure d'électricité, j'en ai vu, qui ont accompagné les bureaux de vote jusqu'au siège de la commission électorale. Donc, la vérité des urnes. La vérité des urnes. C'est déjà heureux, déjà. C'est heureux que
les démocrates et d'autres partis de l'opposition acceptent de participer à ces élections. J'ai entendu le professeur Jean Azatassou sur la radio nationale dire qu'ils sont déterminés à participer cette fois-ci aux législatives. C'est une marche en avant. Avant, il y avait comme une sorte de riposte par rapport aux réformes en cours et cette opposition qui, à un moment donné, n'avait pas pris toute la dimension de ces réformes, a peut-être fait le bilan en son sein pour savoir. Moi, je pense en tant que citoyen et observateur que de 2016 ou 2017, où les choses ont pris vraiment corps par rapport aux réformes, l'opposition politique a péché pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est la banalisation des réformes politiques. Ils ne peuvent pas faire sans moi. On a fait, et le président de la République, avec son dispositif politique, continue de faire ces réformes-là. La deuxième raison, c'est la fixation des réformes politiques sur la personne du président de la République. On a estimé que tout ce qui est fait, c'est seulement Patrice Talon qui l'a initié, donc il veut aller dans une direction, et nous en sommes là. Et puis, la troisième raison, c'est la pluralité divergente au sein de cette opposition-là. Vous ne pouvez pas voir 2 personnalités importantes de l'opposition ensemble. Ce n'est pas possible. Et il est donc exclu en tout cas je ne l'envisage pas, que pour les législatives prochaines, on ait une liste commune de l'opposition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable. Alors qu'il y a un dispositif de code électoral qui a un blocus pour tout parti. C'est la barre des 10%. Nous avons vu des partis qui s'estimaient quand même populaires et qui n'ont pas pu atteindre la barre des 10% et qui font des efforts pour atteindre ce seuil-là. Je pense que pour être dans les normes aujourd'hui, il faut s'unir pour le faire, mais nous sommes en train de dépasser l'étape. Il y a, par rapport à ces législatives, il y a des ambitions que l'opposition, à mon avis, et je peux me tromper, ne peut pas avoir au Bénin, l'opposition politique. C'est penser avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Le dispositif politique en place aujourd'hui ne leur donne pas cette possibilité. Il y a des partis qui sont sur le terrain, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, dont les militants vont sur le terrain et qui ont plus de moyens qu'eux. Je dis moyens dans tous les sens. Et donc, l'effort à faire, c'est travailler à se faire représenter à la 9e législature. Et ça, maintenant, si arrivé à l'intérieur du Parlement, il y a des moyens de management pour que cette position se voie. Il y a même des postes de commission qui sont affectés à l'opposition. Là, on verra. Donc, c'est marquer le pas, être présent, avoir la barre des 10%, mais je ne pense pas que de façon épaisse, la dispersion des énergies actuelles au sein de l'opposition politique leur permettra d'être très fort au thème de cette législative. Maintenant, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que si cette opposition, encore qu'il y a d'autres... il y a la caution de 1,5 million, il faut avoir pour les candidats, c'est de l'argent. Maintenant, si dans l'opposition ne prend pas en compte le contexte politique, on risque d'assister encore à ce qui s'est passé où les partis forts vont se faire représenter à l'Assemblée nationale. Peut-être pas dans la même forme, mais il pourrait y avoir en plus des 2 blocs qui sont assez représentatifs. Je n'en veux pour plus preuve les chiffres des élections des dernières élections auxquelles ces partis ont participé. Nous aurons naturellement les 2 blocs présents à l'Assemblée nationale, peut-être avec 1 ou 2 partis satellites, peut-être de cette mouvance-là, et peut-être de l'opposition. Mais si l'opposition doit être là, il faut vaincre la barrière des moyens financiers. Il faut vaincre la barrière de l'unicité d'action et enfin nourrir la conviction qu'au thème de ces législatives-là, pendant la campagne, on a les arguments pour convaincre les populations à adhérer à la cause de l'opposition. Alors vous, quand vous scrutez l'horizon politique, comment entrevoyez-vous les législatives de janvier 2023 ? Bon, je vois les législatives comme un défi, un challenge un peu différent du contexte de 2019 où, à tort ou à raison, certains ont parlé de match amical entre 2 frères siamois. Mais aujourd'hui, l'opposition a compris, justement, le co-débatteur Eugène Alossoupo a suffisamment décrit
ces failles-là qui ont été qui ont fait que l'opposition s'est retrouvée aujourd'hui en difficulté, s'est isolée totalement de l'univers. Donc aujourd'hui, elle veut se rattraper. Moi, je salue déjà cette ambition de l'opposition d'aller aux élections parce que ils ont contribué eux-mêmes à s'isoler. Ils ont compris que durant tout ce temps-là, ils n'ont pas droit au chapitre, ils sont isolés de l'animation, ils sont isolés de la politique active, de l'activité politique. Donc aujourd'hui, s'ils veulent s'aligner, rester, figurer dans les starting blocks, c'est à saluer. Maintenant, il faudrait qu'ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Moi, je ne doute pas que ce serait une compétition. Les élections seront, que ce sera un moment de fête, comme le chef de l'État l'a d'ailleurs souhaité. Et avec les démarches qui sont en cours, on pourrait imaginer justement que certains goulots d'étranglement pourraient être levés et à l'effet de permettre à ce que, il y ait quand même compétition et que l'opposition puisse se retrouver dans la course. Si elle-même est conséquente moi j'entends parler d'union. Il y a des velléités d'union au sein de l'opposition. Je ne veux pas rester péremptoire comme le co-débatteur qui exclut déjà cette possibilité, cette éventualité-là. Peut-être tout est encore possible. C'est des leaders peut-être qui se voient échanger entre eux. Mais il faudrait, pour y parvenir, qu'ils transcendent certains égos, certaines barrières qui se sont érigées entre eux pour véritablement aller au front. Sinon, l'ambition de renouvellement du palais et de l'Assemblée nationale, l'ambition de changer le cours des choses et d'asseoir une assemblée composée de toutes les obédiences, de toutes les tendances politiques serait encore vouée à l'échec. Eugène Alassoupo, nous allons évoquer à présent un sujet qui nous concerne, nous, acteurs des médias. Le Parlement a désormais statué en ce qui concerne le mode de désignation des professionnels des médias à la HAC. C'est le mode électif qui a été maintenu. Il faut souligner que c'est un projet de loi qui a été envoyé par le gouvernement et que l'élection en question sera confiée désormais à l'organe public compétent, la Sénat, pour ne pas la nommer. Qu'est-ce qui se faisait juste là? Les représentants des professionnels des médias, les trois, étaient élus par corporation. Mais je comprends un peu ceux qui sont dans la dynamique contraire. Parce que ailleurs, pour les autres corporations, ce sont les pairs qui élisent, du moins qui désignent les leurs dans les institutions. Les magistrats à la commission électorale, et pour d'autres corps. Donc c'est pour corriger un peu ça. Mais nous sommes dans un pays où les lois valent respect. Et nous n'avons pas le choix que de nous conformer à ce que l'Assemblée nationale a décidé. C'est vrai, dans la correction de la loi électorale, il y a des dispositions qui ont été corrigées. La volonté de l'Assemblée générale organisée par les fêtières la dernière fois n'a pas été validée par la représentation nationale. C'est vrai que nos amis de l'ORTB étaient d'accord défendaient le principe que les élections doivent prévaloir. Je ne dis pas qu'ils ont eu raison sur les autres, mais je comprends que les députés ont décidé de ce que le principe que nous employions pour désigner nos représentants à la RAC soit maintenu et nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de contestation à faire face à une loi votée par les représentants de la République. Chacun doit désormais se ranger dans les camps. Les campagnes doivent servir de temps plein à ceux-là qui seront prochainement. Il reste encore un peu de temps. Je ne sais pas si vous êtes candidat. En tout cas, pas moi. Donc, il reste encore un peu de temps pour que nous constations les vérités autour. Vous savez, comme dans toute corporation, dans les médias, tout n'est pas rose. Les élections, que ce soit des élections ou la désignation, ça va être toujours exclusif. Parce que j'ai vu ceux-là qui défendaient la cause de l'élection ont exposé des arguments. On dit, mais qui sont ceux-là qui vont désigner les 3 membres de la corporation à la prochaine mandature de la RAC? Sur quels critères? Qu'est-ce qui juge de leur impartialité? Ce sont des questions essentielles.
Certainement que les ardeurs vont s'estomper maintenant et que les divergences constatées, c'est pas certainement, les divergences sont réglées à partir du moment où la loi est votée. Dans les coulisses, il paraît qu'il y a certains fêtiers qui aimeraient encore porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un pays de droit et si ces fêtières ont raison, eh bien la Cour va. Mais l'argument principal sur lequel ces fêtières vont s'appesantir, c'est le fait que les autres corporations désignent, c'est une assemblée générale qui entérine leurs représentants et que c'est seulement au niveau des médias que nous sommes obligés de faire des élections. C'est à la Cour de décider si en temps elle était saisie. Kabengoubi, vous avez suivi un peu cette guéguerre entre le syndicat de l'audiovisuel public et les fêtiers de la presse béninoise. Oui, l'audiovisuel public qui s'est dit isolé du processus donc, de renouvellement des tests, de relecture des tests de notre corporation. Bon, entre-temps, je pense que à l'arrivée, j'étais à cet atelier-là où on devrait réfléchir, on devrait valider un peu les tests, le travail fait par la commission, et j'ai vu certains représentants de l'ORTB quand même qui faisaient partie. Il y a cet amalgame autour des instances fêtières. Il faut militer en tant que professionnel des médias. Ceux qui militent réellement dans les instances étaient présents là, même si, bon, des journalistes de l'ORTB, de la corporation, estimé qu'ils ont été mis en marge. Si vous voulez, à l'UPMB, on ne fait pas la cour à un journaliste d'adhérer forcément, mais quand vous faites les formalités, vous adhérez, on vous considère comme militant. Et donc, s'il y a quelque chose, c'est dans le cercle des militants, ceux qui militent réellement dans ces organisations-là qui seront prises en compte. Donc, cette guéguerre-là est passée. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où je ne m'étonne pas, moi, de ce que les fêtières nourrissent, les associations professionnelles nourrissent des ambitions de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle, parce que justement, ce pan des réformes, c'est-à-dire le débat sur les élections et la désignation, ont été le point d'achoppement à cet atelier de validation donc, des nouveaux tests. Et puis, beaucoup n'étaient pas forcément d'accord. Ça a suscité assez de réactions. Mais à l'arrivée, on a retenu quand même qu'il fallait, compte tenu du fait que la loi même a prévu le processus de désignation. On a parlé de désignation dans les tests fondamentaux. Donc, c'était à la suite, dans la pratique, qu'on a jugé utile de mettre le mécanisme des élections. Mais l'un dans l'autre, je pense que les législateurs ont dû couper la poire en deux. Est-ce que suffisamment les associations professionnelles, nos fêtières, ont su faire le lobbying nécessaire, le plaidoyer nécessaire? Est-ce qu'elles ont été associées à ce processus-là? Moi, je doute que si cela avait été fait, le Parlement n'irait pas dans ce sens-là. Maintenant, il y a ce souci d'actualisation des tests de mise à jour par rapport à la révision opérée en 2019, révision constitutionnelle de 2019. Peut-être cela a aussi joué. Mais l'un dans l'autre, comme l'a dit Eugène Soukou, que ce soit la désignation ou l'élection, chaque système a ses conséquences, a ses problèmes, ses difficultés. Ce qu'on reproche notamment au système des élections, c'est que on a comme impression que c'est devenu une question de moyens. C'est ceux qui ont beaucoup plus de moyens qui écrasent les jeunes candidats comme vous et moi. C'est ce qui se dit. Qui n'avons pas peut-être les moyens de battre campagne parce que beaucoup d'argent circule également dans cette affaire. Il ne faudrait pas... Comme toute élection d'ailleurs. Donc vous voyez un peu, c'est ça qui fait que forcément, à l'arrivée, on n'a pas forcément nos meilleurs représentants là-bas. Donc on a fait le bilan des élections de nos représentants tout le temps. On a vu qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils ne font rien pour changer le cours des choses, pour agir positivement sur l'avenir de la corporation. C'est pourquoi on a décidé de revenir au principe de la désignation. Mais là, l'Assemblée vient de nous prendre pratiquement à contre-pied. Bon, on verra ce que ça va donner. Faisons attention, le fait de dire que une fois les représentants des médias là ne font rien. Bon, ils sont noyés par les autres. Exactement. Ils sont minoritaires. Lorsque vous êtes 3, vous n'êtes que 3 sur 9, vous n'avez pas la majorité. Et c'est l'autre combat qu'il faut faire, la représentativité, la majorité au profit des professionnels des médias. Merci.
On va s'intéresser à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu. Ils étaient tous au chevet de Zelensky à Kiev. Je parle des dirigeants européens, le président français, le chancelier allemand et le chef du gouvernement italien. Ils disent vouloir lui apporter un soutien sans ambiguïté. Comme le discours n'a pas changé dans le temps. Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ces dirigeants ont toujours supporter le président ukrainien. Et donc, ce n'est pas nouveau, c'est un fait de le montrer publiquement. Tout le monde sait que ces nations-là ont toujours supporté financièrement. Il y en a même qui sont allés à Kiev et qui ont dit le pactole de milliards qu'il allait mettre dans cette guerre contre la Russie. Et donc, c'est peut-être dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses. Et de plus en plus, vous constatez avec moi que cette guerre, l'ampleur que cela prenait sur le plan communicationnel, cette ampleur s'est étiolée un peu du fait de la durée que cela fait et du fait que chaque nation est en train de faire son bilan. Bilan matériel, bilan humain, et pouvoir là où mettre les pas. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on dise, tous les dirigeants occidentaux rassemblés ne suffit pas à faire reculer Poutine. Poutine, c'est une question de vie, c'est une question d'honneur, c'est une question d'image d'une nation qu'il défend, et il a à tout prix intérêt à être déclaré vainqueur. Il y a des territoires, Mariupol et autres, qui sont déjà dans les mains des Russes. Il va continuer, même si l'ardeur n'est plus la même qu'au début. Et donc, il n'y a rien à espérer du côté de Poutine maintenant. Ces leaders vont continuer à s'afficher. Et moi, est-ce que tous ces leaders occidentaux continuent de faire un jeu clair au profit de Zelensky? Ce n'est pas évident parce qu'il y a des intérêts commerciaux et économiques qui sont en jeu. C'est le gaz, c'est le pétrole, et il y a des nations qui ne peuvent pas continuer à vivre sur la durée si la Russie ne leur fournissait pas du gaz. Il y a d'autres aussi qui ont trouvé des moyens alternatifs pour bien contourner la Russie dans les besoins en énergie. Ça va continuer. Tout le monde a intérêt que cette guerre cesse le plus tôt possible pour que le prix du blé descende, notamment pour nous, qui avons désormais l'obligation de développer les technologies, quitte à trouver des moyens aussi pour remplacer le blé qui n'est pas cultivé sur le continent et au Bénin. Alors c'est une première, depuis le 24 février dernier, date marquant le début des hostilités en Ukraine. Et cette visite des dirigeants européens intervient dans un contexte où le statut de l'Ukraine comme pays voulant adhérer à l'Union européenne est en train d'être étudié par la Commission européenne. Oui, est-ce que le sujet devrait être encore d'actualité? Parce qu'ils avaient fait des promesses formelles à l'Ukraine. Je dirais que ces nations aujourd'hui qui courent au chevet de l'Ukraine l'ont presque lancé, l'ont presque amené dans cette guerre-là. L'Ukraine, à un moment donné, s'est désolée du fait que les soutiens de l'OTAN et des pays qui se disaient alliés tardaient à venir. Aujourd'hui, ils veulent forcément se montrer une certaine proximité avec l'Ukraine, même si dans les actes, ce n'est pas forcément le cas. Moi, j'ai lu des reportages où ces pays-là, la France, pour ne pas la nommer, a doublé ses importations de l'Ukraine. Les gens mettent un embargo sur la Russie, et puis dans le même temps, vous contournez, vous passez par des pays, d'autres pays pour pouvoir vous approvisionner en certains matériels. Il a donné le cas du gaz, des produits pétroliers. Donc l'Ukraine est détenteur de ces denrées, de ces produits-là. Et donc, ils n'ont pas les moyens de résister. Je pense que cette affaire-là a commencé à essouffler, à emballer un peu le monde entier. Les gens manifestent déjà des signes d'essoufflement. Je me demande combien de temps encore l'Ukraine ou le temps pourra tenir. Même si la dernière fois, le président américain, Joe Biden, a demandé aux alliés de fournir des armes à l'Ukraine qui serait en difficulté, vu que récemment même, il y a eu cette cargaison qui a été détruite par les armes russes.
On va espérer pour nous autres que cette histoire-là prenne fin pour qu'on souffle un peu par ici. Parce que la Covid est passée, mais la crise russo-ukrainienne est venue pratiquement prendre le relais, qui a compliqué la vie avec son lot de cherté, de difficultés d'accès à certains produits. Aujourd'hui, on va espérer, nous autres, que cette affaire-là prenne fin, qu'ils se comprennent entre là-bas pour que nous puissions respirer un peu. Dernière escale de cette émission, les potins de la toile. Le 14 juin dernier, c'était la journée internationale dédiée aux donneurs de sang et à l'occasion, plusieurs artistes béninois, Cécimen, Nicanor et également l'activiste Sandra Idossou ont invité à ce geste salvateur. C'est une obligation pour tous. Lorsque vous n'avez pas vécu des difficultés liées au manque de sang, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Moi, j'avais un proche qui a perdu son épouse par manque de sang parce que nous étions à Porto Novo. Son groupe sanguin recherché n'était pas. On a trouvé ça dans les laboratoires. Il a fallu aller à Cotonou et le sang est arrivé à hauteur du pont de Porto Novo quand la dame était décédée. Ça se vit, quand on vit ça, on le sent. C'est vital de comprendre qu'on a dans son organisme gratuitement ce dont les autres ont besoin pour survivre, pour vivre. Nous sommes en période critique. Vous savez, il y a une période de pluie, le paludisme sévit et les enfants sont les premières victimes, les femmes enceintes aussi. Il ne sert à rien de les laisser mourir. C'est un geste obligatoire, autant que les artistes, chaque Béninois a l'obligation, si vous n'êtes pas frappé par une maladie, etc., vous avez l'obligation d'aller donner du sang. C'est un appel patriotique. J'ai vu les associations des donneurs de sang, j'ai vu M. Honoré Agboton, le président de l'association des donneurs de sang, qui a fait, qui bat les pavés, personnellement, les gens passent de maison en maison pour demander aux populations de donner du sang. C'est à comprendre. Il n'y a pas de peur à avoir. Lorsque vous allez donner du sang, moi je suis un donneur, j'en avais eu peur et après, on m'a convaincu de ce que, il fallait faire. Je le fais depuis des années. Lorsque vous dominez cette peur-là, ça devient une nécessité pour vous. C'est chaque 3 mois qu'il faut le faire. Donc, on le fait pour sauver des vies. On ne sait pas à qui votre sang va redonner la vie. Il faut absolument le faire. Il y a des milliers d'enfants de par le monde qui meurent par manque de sang. Un liquide qui ne se fabrique pas, qui ne se vend pas. Il fallait nécessairement avoir la volonté de donner un peu de la grande quantité que nous avons dans notre organisme, si tant est que nous ne sommes pas malades et nous sommes disposés à le donner. Le don de sang, le geste qui sauve? Oui, c'est un geste qui sauve, mais je me dis, c'est bien beau, mais est-ce que nos populations sont suffisamment sensibilisées sur ce petit acte-là? Vous savez, le sang est considéré comme un liquide assez précieux et dans la mentalité populaire, il y a les pesanteurs sociologiques qui font que beaucoup ont peur d'aller donner ce vie. On est dans un univers, dans un environnement assez superstitieux où on se dit, c'est un acte délicat. Il faudrait donc déconstruire ces mentalités. Oui, il faut déconstruire tout ça avant que les gens reviennent à se mettre en confiance. J'ai bien aimé la démonstration ou les arguments de M. Alosouko. Mais est-ce que nos populations partagent un peu, sont dans cet esprit-là? Est-ce qu'ils ont cette maturité-là aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a un travail à faire. J'ai vu le docteur, le directeur, j'ai oublié son nom, le directeur de l'ANTL, l'Agence nationale de transfusion sanguine, je l'ai suivi sur Radio de la Place la dernière fois, qui s'est désolé de ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas arrivés à un taux on n'avait pas l'autosuffisance sanguine, on n'a pas un taux d'autosuffisance sanguine, c'est-à-dire il n'y a pas du sang, il y a une quantité de sang qui soit disponible quand même pour que, on se dise qu'on n'a plus besoin forcément de faire appel toutefois. Donc, on va souhaiter que l'appel lancé par les artistes soit vraiment entendu et que les ONG, les personnes de bonne volonté, j'ai suivi la dernière fois la fondation Claudine Talon qui a offert une ambulance à la NTS pour pouvoir recueillir du sang par le monde. C'est des actes très utiles qui sauvent des vies. Ceux qui sont en mesure de le faire, moi je pense qu'ils peuvent, qui doivent le faire, pour autant qu'ils n'ont pas d'affection
ou d'autres maladies qui les empêchent de donner régulièrement le sang. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce jour. Je le rappelle, j'ai reçu en plateau Eugène Alosupo, journaliste et expert média. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Également avec nous, c'était Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci. Merci Lénaïque. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi prochain à 22h30. À très vite.